certainement vu, membre également de l'Institut Jean Nicot, où il anime plusieurs séminaires. En réalité, il était sur plusieurs institutions, chez à l'ENS, également liées à PSL. Donc voilà, au centre de plusieurs institutions et de plusieurs domaines, puisque vous allez voir, Jérôme Dokic travaille sur des questions tout à fait interdisciplinaires. Donc il est spécialiste à la base de philosophie de l'esprit, de philo-cognitive, travaille tout particulièrement sur des questions de perception, notamment des liens entre phénomènes affectifs et perceptions ordinaires ou cas pathologiques, et aussi dimension qu'on pourrait appeler perspectivale de la perception, de l'imagination et de la mémoire. Il travaille sur des questions aussi de lien entre imagination, mémoire et perception. Alors je vous donne, bien sûr il a publié de très nombreux travaux, quelques titres de monographies qui jalonnent un petit peu son parcours. Je mentionne d'abord une monographie, ou plutôt une monographie coécrite avec Eros Corazza, plus ancienne, de 1993, on dit 93 en bon belge. Je la mentionne parce que la monographie avait pour titre Penser en contexte, et que justement le thème de l'un de nos cycles de séminaires précédents était penser au présent, penser au contexte. Donc en fait, plusieurs liens avec nos travaux. Également donc, la philosophie du son avec Roberto Casati en 1994 aux éditions Chambon, L'esprit en mouvement, essai sur la dynamique cognitive aux éditions du Center for Study of Language and Information de Stanford en 2001. Un petit précis, qu'est-ce que la perception dans la collection Chemin philosophique chez Vrin, qui a été réédité en 2009, et récemment en codirection avec Margherita Arcangeli, un numéro spécial de 2024 de la revue Philosophy and the Mind Sciences, numéro qui s'appelle Two Levels of Confusion Between Imagination and Memory. Donc on est en plein dans les sujets que j'évoquais. Et peut-être surtout, même si ce ne sera pas directement le thème de la conférence d'aujourd'hui, Jérôme Dokic a dirigé, mais continue en réalité à travailler sur ce projet, un projet de l'ANR, sur la question du sublime, le sublime, les expériences esthétiques, c'est-à-dire les réactions, les transformations de soi, les représentations de soi dans des expériences esthétiques intenses, telles que l'expérience du sublime. Il nous en parlait longuement ce midi, notamment lié au sublime musical et au sublime perceptif, visuel, dans des environnements de réalité augmentée, même si cette dimension du projet n'a pas encore pu être menée à bien, mais elle le sera peut-être dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, on entend Jérôme Dokic sur le sujet suivant, l'opacité de la vision et le sentiment. Alors le titre original c'était le sentiment de présence, mais le titre a un petit peu changé. Donc ce sera le sentiment de réalité plutôt. De réalité plutôt, voilà. Mais merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça va? Oui, j'ai un petit peu changé le titre une fois que j'ai préparé la présentation. C'est vrai que j'avais donné le titre il y a longtemps, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Alors, donc, juste après la présentation d'Isabelle, je précise juste une chose que vous savez peut-être, mais l'Institut Jean Nicot, c'est un institut qui rassemble principalement des philosophes, pas seulement, mais principalement. Et pourtant, nous sommes membres du département d'études cognitives à l'École normale supérieure et pas membres du département de philo. Ce n'est pas le même département. Donc, vous verrez qu'effectivement, je m'intéresse à des questions philosophiques, mais en lien avec les sciences cognitives, ce qui nous donne l'occasion, enfin à moi et à beaucoup d'autres membres de mon centre, de collaborer en fait dans le cadre de projets avec une composante expérimentale, très souvent, avec des collègues psychologues ou neuroscientifiques sur différentes questions, dont celle du sublime dont Isabelle vient de parler. Je le mentionne parce que je vais parler, pas trop longuement, mais je vais parler quand même d'une expérience qui est récente sur les liens entre la perception et l'imagination. Alors, j'espère que ce n'est pas trop éloigné de ce à quoi vous êtes habitués. Je comprends que les questions de fond seront posées à la fin, mais si vous avez juste des questions de clarification ou des points qui ne sont pas clairs, même des questions
description de l'expérience dont je vais parler au début de mon exposé, n'hésitez pas évidemment à m'interrompre. Puis bon, si c'est une question de fond, j'essaierai d'y répondre à la fin de l'exposé, comme ça me donnera un peu de temps pour y réfléchir. Donc ce que je voulais aujourd'hui devant vous examiner, c'est la question des similarités et des différences entre la perception et l'imagination visuelle. Donc, la perception visuelle, bah, là je vois un gobelet sur la table, mais je peux aussi imaginer visuellement un canard qui marche sur la table. Non, il n'y a pas de canard, je ne le vois pas. Je n'ai pas une hallucination, hein, c'est quelque chose qui relève de l'imagination, pas de l'hallucination. L'imagination délibérée en plus, hein, j'ai formé l'intention d'imaginer visuellement un canard sans le voir, mais par contre je vois un gobelet. Le gobelet il est bien sur la table, j'espère en tout cas, pour moi, et donc je peux en avoir une expérience visuelle. Quelles sont les similarités sur les plans à la fois phénoménologiques, hein, l'effet que ça fait d'imaginer visuellement? C'est pas le même que l'effet que ça fait de voir le gobelet sur la table, mais est-ce qu'on peut caractériser cette différence plus avant? Et puis également des différences sur le plan cognitif, au sens éventuellement des sous-bassements, par exemple dans le cerveau, hein, de ces deux expériences qui, de prime abord, sont assez différentes l'une de l'autre. On verra aussi qu'il y a un petit flottement dans la première partie, enfin même dans tout l'exposé ici, entre imagination visuelle et image visuelle. On parle d'image mentale. Donc, avoir une image, est-ce que c'est la même chose qu'imaginer? Je peux former l'image mentale d'un canard. J'imagine visuellement un canard. Est-ce que c'est la même chose? Pour beaucoup d'auteurs, c'est la même chose, mais il y a peut-être un intérêt à distinguer les deux. Mais cette distinction, elle ne va pas être au centre de mon exposé aujourd'hui en tout cas. Une question donc subsidiaire, et c'est là où les sciences cognitives vont être pertinentes pour mon propos. Je vais me demander quel rôle jouent les mécanismes de suivi de réalité. Alors, par suivi de réalité, j'entends ce que les psychologues, dans différents domaines, vous allez voir, appellent en anglais reality monitoring, le monitoring de la réalité, que je traduis ici par suivi de réalité. Okay. Ça marche pas? Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va? Ça marche. Je vais essayer de parler aussi fort que les enfants dans la cour. On va fermer les fenêtres. Peut-être fermer cette fenêtre-là, parce qu'on entend quand même fort la récré. Bon, vous allez voir, hein, c'est des mécanismes qui sont censés évaluer, évidemment je reviendrai là-dessus, hein, mais juste pour anticiper, évaluer par exemple, une information sensorielle ou une représentation comme correspondant à la réalité ou pas. Alors, mon point de départ, c'est un point de départ assez traditionnel, hein, c'est un passage très célèbre de l'imaginaire de Sartre. C'est un passage dans lequel Sartre se demande si on peut confondre une image visuelle, enfin une image de l'imagination, avec une perception. Est-ce qu'on peut confondre? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on peut confondre la vision d'un canard avec l'imagination visuelle d'un canard ou réciproquement? Et Sartre nous dit que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, Sartre cite un psychologue, Titchener, dont on reparlera dans la diapositive suivante. Sartre nous dit que ce n'est pas possible parce que la perception et l'imagination visuelle, en fait ce que Sartre appelle ici avoir une image, ont des essences différentes. Hein, c'est Sartre qui utilise le terme d'essence, pas dans cette citation, pas dans ce passage, mais dans le même texte. La perception et l'imagination visuelle ont des essences différentes. Et ces essences, finalement, empêchent toute confusion entre elles. On ne peut pas confondre avoir une image avec voir la réalité. Je ne vais pas rentrer dans la théorie assez compliquée de l'imagination de Sartre, comme néantisation de son objet, etc. Mais évidemment, l'objet formel de la perception visuelle, ce n'est pas le même que l'objet formel
de l'imagination visuelle. La perception a à voir avec la réalité, l'imagination a à voir avec le néant ou quelque chose comme ça, en tout cas la néantisation de son objet ou l'absence. On peut imaginer quelqu'un de réel, je peux imaginer mon ami Pierre, mais quand je l'imagine, il est absent. Je l'imagine dans le café où d'habitude je le croise, je ne le vois pas, je l'imagine, je pose Pierre comme absent. C'est ce que fait l'imagination d'après Sartre. Donc vous voyez bien que imagination et perception visuelle, on ne peut pas les confondre, ce n'est pas possible. Sartre nous dit, l'homme qui dans un acte de réflexion prend conscience d'avoir une image ne saurait se tromper. En fait, la confusion est impossible, nous dit Sartre. Ce qu'on est convenu d'appeler image se donne immédiatement comme tel à la réflexion. C'est-à-dire si vous imaginez, si vous avez conscience, si vous imaginez, vous avez conscience que vous imaginez. Mais il ne s'agit pas ici d'une révélation métaphysique et ineffable, nous dit Sartre, si ces consciences, donc perception visuelle, imagination visuelle, se distinguent immédiatement de toutes les autres, enfin là il parle des consciences liées à l'imagination, c'est qu'elles se présentent à la réflexion avec certaines marques, certaines caractéristiques qui déterminent aussitôt le jugement j'ai une image. Donc ce que Sartre veut dire, c'est que quand je vois quelque chose, quand je ne l'imagine pas mais je vois ce gobelet, il y a un sens dans lequel je ne peux pas ne pas savoir que je vois le gobelet. Il y a un sens dans lequel, en tout cas si j'y prête attention par la réflexion, je ne peux pas me tromper. J'ai conscience que je vois le gobelet. Quand je forme l'image visuelle, l'image mentale visuelle d'un gobelet, d'un canard qui n'est pas sur la table, à ce moment-là, pour autant que ma conscience réflexive se porte sur mon expérience, eh bien, j'ai conscience que j'imagine visuellement et donc que je ne vois pas. Donc c'est un point de départ intéressant parce que c'est une position assez traditionnelle, mais aussi en un certain sens assez radicale. Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, si je puis dire, des cas dans lesquels il serait possible peut-être des cas un peu particuliers, des cas limites, des cas intermédiaires, dans lesquels on pourrait dire que vous êtes en train de confondre une perception avec une imagination sensorielle ou réciproquement. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Sartre citait Titchener, effectivement, au sujet de la possibilité de confondre dans certaines circonstances, on va dire, la perception et l'image visuelle. En fait, une élève de Titchener à l'université Cornell en 1910 a mené une série d'expériences pour tester les relations entre la perception et l'imagination visuelle. Alors c'est ce qu'on appelle l'expérience de Perky. C'est une expérience qui a été beaucoup discutée dans la littérature récente en philosophie de l'imagination et de la perception. Je vous dis tout de suite, ce sont des expériences qui ont été conduites en 1910 avec les moyens, les dispositifs expérimentaux et la technologie de l'époque, mais c'est une expérience qui n'a pas été reproduite. Vous savez que évidemment la reproductibilité est très importante dans les sciences empiriques, et quand une expérience on ne peut pas la reproduire, c'est que peut-être il y a eu un problème avec l'expérience, et donc effectivement ça jette un doute sur les résultats. Mais on peut prendre cette expérience finalement, qui est une expérience réelle, on peut la prendre aussi comme une expérience de pensée. Est-ce qu'on peut envisager une situation, est-ce qu'on peut élaborer un contexte dans lequel, par exemple, on en viendrait à confondre une perception visuelle avec une imagination. Alors dans cette expérience, ou ces expériences, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y a plusieurs séries d'expériences du même ordre, Mary Perky, elle a imaginé un dispositif expérimental dans lequel finalement les sujets regardaient un écran blanc et sur cet écran était projetée par l'arrière en réalité, était projetée une image physique, donc une image matérielle très faible d'un objet sur l'écran. Très faible, c'était tout de même juste au-dessus du seuil de visibilité, donc c'est une image, normalement, si vous entrez dans la pièce et vous voyez l'écran,
eh bien l'image, vous allez la repérer. Vous allez repérer qu'il y a une image de canard, par exemple, sur l'écran. Mais l'image est quand même, évidemment, les contrastes sont très peu accentués, et donc c'est une image très faible. Alors j'ai mis un F sur la diapo, par exemple d'un canard, il y a eu il y a eu une tomate, une tortue, enfin peu importe. Et au fond, on demande au sujet d'imaginer, donc délibérément, de se mettre dans une situation, ils imaginent délibérément un objet d'un certain type, un canard par exemple. Donc ils regardent l'écran, on leur dit que l'écran est vide, et on leur demande d'imaginer un canard. Alors, ce dont elle s'est rendue compte, c'est que dans les conditions expérimentales un peu contraintes qu'elle avait mises en place, les sujets ont rapporté qu'ils ont réussi à imaginer ce qu'on leur demandait d'imaginer. Ça, c'est pas bien compliqué. Enfin, c'est pas bien compliqué, mais il y a des sujets qui sont aphantasiques, qui ont des difficultés à former des images mentales. Là, apparemment, il ne s'agissait pas de sujets aphantasiques, c'est un petit pourcentage de la population. Ce sont des sujets qui rapportaient avoir très bien réussi à imaginer visuellement un canard, par exemple. Mais surtout, les mêmes sujets ont déclaré qu'il n'y avait rien sur l'écran. On leur demandait ensuite s'ils avaient repéré une image physique sur l'écran, et les sujets ont déclaré qu'ils n'ont vu aucune image. L'autre point intéressant de l'expérience, c'est que l'imagination visuelle, parce qu'évidemment on demandait au sujet de décrire plus précisément, l'instruction finalement était assez générique, assez schématique. On demande d'imaginer un canard, et ensuite, une fois qu'on s'est acquitté de cette tâche, on demande au sujet de décrire un peu plus précisément le contenu de leur image mentale. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que leur imagination visuelle était systématiquement influencée par l'image projetée. Très simplement, si vous projetez l'image d'un canard qui regarde vers la gauche, les sujets auront tendance à imaginer un canard qui regarde vers la gauche. Si au contraire l'image était renversée et le canard regarde à droite, eh bien statistiquement les sujets avaient tendance à rapporter avoir imaginé un canard qui regarde vers la droite. La couleur aussi rapportée était dépendante de la couleur de l'image physique projetée sur l'écran, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a une relation causale ici entre la présence de l'image physique sur l'écran et finalement la conduite de leur imagination visuelle. Alors, une manière on pourrait dire, voilà, c'est une expérience qui contredit la position de Sartre. On pourrait le dire. C'est un peu plus compliqué, comme vous allez le voir, mais on pourrait dire, Sartre s'est trompé parce que dans ces circonstances, certes un peu particulières, parce qu'effectivement, Perky raconte aussi qu'elle a eu beaucoup de difficultés, elle a dû écarter beaucoup de sujets qui avaient repéré la présence de l'image sur l'écran. Il suffisait, par exemple, que évidemment, c'était les moyens technologiques aussi de l'époque. Les sujets peut-être étaient moins habitués au système de projection, donc c'était un système qu'ils ne connaissaient pas forcément, en tout cas, je veux dire, auquel ils n'avaient jamais été confrontés. Et s'il y avait un petit éclat de lumière ou voilà, quelque chose qui marchait moins bien dans le dispositif, les sujets repéraient tout de suite la présence de l'image physique sur l'écran. Donc c'est vraiment... Et d'ailleurs, dans une autre circonstance, il fallait faire des exercices de relaxation. Il fallait que les sujets fassent des exercices de relaxation pour se mettre dans un état d'esprit où peut-être que voilà, ils étaient moins enclins à repérer une image physique sur l'écran. Mais pour les sujets pour lesquels l'expérience entre guillemets a réussi, on peut légitimement se demander si il ne s'agit pas d'un contre-exemple à la position sartrienne. Après tout, pourquoi ne pas dire que ces sujets-là ont confondu ce qui était en réalité une expérience visuelle, une perception visuelle d'une image matérielle, d'une image physique, avec une imagination visuelle. Donc en fait, ils ont vu un canard sur l'écran et ils ont cru imaginer un canard sur l'écran. Ils se sont trompés sur la nature de leur état mental, contrairement à ce que Sartre considère comme tout à fait impossible.
Bon, en réalité, c'est une interprétation possible hein, de l'expérience de Perky, ou ce qu'on appelle parfois l'effet de Perky. Il y a d'autres interprétations possibles. Celle que je viens de mentionner, c'est la première, hein, celle qui est numérotée en premier sur la diapositive. C'est une interprétation possible. Le sujet confond son expérience visuelle avec une expérience imaginative. Il voit un canard, il le voit sur l'écran, enfin, en fait une image de canard bien entendu, mais il déclare à tort qu'il imagine. Donc là, ce serait vraiment le cas de figure où le sujet fait ce que Sartre dit qu'il est impossible de faire, à savoir une confusion entre un certain état mental, la perception, et un autre état mental, l'imagination. Ça, c'est une interprétation. Mais il y a au moins deux autres interprétations qui sont compatibles avec la position sartrienne. Par exemple, on peut considérer que le fait d'imaginer délibérément un canard, c'est de me mettre dans une condition mentale dans laquelle je forme l'image mentale d'un canard, c'est un exercice qui demande, voilà, qui requiert, qui exige des ressources cognitives. Et quand je déploie ces ressources, eh bien, finalement, je ne fais plus attention à ce qui se passe dans le monde, et notamment sur l'écran. Et donc, le fait d'imaginer délibérément un canard me rend, en un certain sens, aveugle à l'expérience visuelle d'un canard. Donc, dans cette interprétation, le sujet voit bien un canard, mais il déclare à tort qu'il ne le voit pas. La troisième interprétation, c'est une interprétation qui est souvent retenue par les psychologues après Perky. Dans certains modèles de l'imagination visuelle, on considère que finalement, plus notre imagination est vivace ou forte, plus le seuil à partir duquel on peut percevoir le monde change. C'est-à-dire, plus vous êtes finalement engagé, après tout, l'imagination visuelle, c'est une tâche au moins en partie interne. C'est-à-dire, vous essayez de reproduire en vous une image mentale, quel que soit l'état du monde. Et donc, une troisième interprétation, c'est que l'imagination délibérée d'un canard par le sujet, en quelque sorte, supprime ou empêche de faire l'expérience visuelle du canard. Et d'après cette interprétation, en fait, le sujet a raison quand il dit qu'il imagine un canard, mais il ne le voit pas. Le simple fait d'imaginer un canard fait qu'il ne le voit pas, en fait, hein, selon cette interprétation, parce que le seuil, si vous voulez, au-delà duquel on peut parler de perception visuelle, va varier selon la vivacité ou la force de l'image mentale. Donc, les philosophes surtout parlent beaucoup de l'effet de Perky, enfin de l'expérience de Perky et de l'effet qu'elle a constaté, en dépit de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que, et ça on l'avait remarqué déjà dans les années 60 et dans les années 70, puisque les Suisses disent aussi 1971, je crois, il y a eu une tentative de reproduction de ces expériences qui a échoué. Plus récemment, des chercheurs britanniques ont tenté de reprendre expérimentalement avec finalement les moyens expérimentaux dont on dispose aujourd'hui, qui sont plus rigoureux, à la fois sur le plan de la technologie, mais aussi de l'analyse des résultats. Des auteurs dans une série d'articles récents. Ici, je vais donner un exemple caractéristique de ces expériences, ont essayé de reprendre un petit peu à la manière de Perky des expériences pour tenter de comprendre la relation entre la perception visuelle et l'imagination visuelle, ou l'imagerie visuelle. Et c'est d'une expérience en particulier, mais comme je l'ai dit, les caractéristiques du type de recherche que conduisent ces auteurs. Donc c'est une psychologue Dijkstra et Fleming, qui est je ne sais plus quel est son prénom, mais je vous donnerai les références évidemment si ça vous intéresse, qui est
un spécialiste de la métacognition. La métacognition, c'est un domaine de la psychologie qui étudie nos compétences, nos connaissances relatives au fonctionnement de nos propres états mentaux et à l'accès que nous avons à nos propres processus et états mentaux. Donc c'est une expérience qui est relativement simple, qui comporte, vous le voyez ici sur la diapositive. Je suppose que vous voyez la diapositive, parce que moi je ne la vois pas. Je la vois, mais je ne vois pas la même. Ce sont des tâches assez répétitives et en général un peu rébarbatives pour les sujets. Vous voyez ici qu'en bas, il y a 10 essais en fait, et les 9 premiers essais sont exactement identiques. Il y a une particularité qui est introduite à la 10e tentative. Et alors, qu'est-ce qui se passe lors des 9 premiers essais, dans cette première phase, qui est une phase en fait d'imagerie visuelle? On demande classiquement au sujet de fixer une position centrale sur un écran, et ensuite apparaît en fait une forme de bruit visuel, c'est un motif désordonné pendant 2000 millisecondes, et on demande, pendant que le sujet voit cet amas désordonné se carrer à l'écran, on leur demande d'imaginer une grille. Une grille qui peut être, vous la voyez ici à gauche, une grille qui peut être orientée d'une façon ou d'une autre. Il y a 2 orientations possibles de la grille. On demande au sujet donc d'imaginer cette grille, et ensuite on demande au sujet d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 la vivacité. Alors je traduis comme ça vividness en anglais. La vivacité, on pense à Hume, si vous connaissez un petit peu les travaux, les remarques de Hume, David Hume sur la vividness de la perception par rapport à l'imagination, par rapport à la mémoire, etc. On peut traduire ça en français par vivacité, c'est la force de l'image mentale, c'est l'intensité peut-être de l'image mentale. Il y a beaucoup de problèmes méthodologiques. Là, le philosophe, il s'arrête et il dit qu'est-ce que les sujets comprennent par vividness, parce qu'on leur demande finalement on leur demande de former une image mentale et ensuite d'évaluer la vivacité de cette image pour eux. Donc c'est une question phénoménologique, c'est une question qui porte sur les qualités de l'image mentale. Cette échelle de 1 à 5, elle correspond à différentes gradations. 5, c'est là où l'image est... Je crois que pour 5, l'explication c'est ça ressemble, c'est comme si je percevais le canard, par exemple. C'est comme si je percevais la grille. Je ne perçois pas la grille, je l'imagine, mais on n'est vraiment pas très loin. Voilà, ça ce serait le niveau 5. Et puis le niveau 1, c'est j'ai une image assez faible, peut-être un peu fluctuante de la grille ou du canard, et ainsi de suite. Par exemple, les aphantasiques, ceux qui ont des difficultés... Alors, tous les sujets ici, on le suppose, ne sont pas aphantasiques, mais les aphantasiques, par exemple, quand on leur demande d'imaginer quelque chose, ils ont un peu de soucis avec cette instruction, et surtout quand on leur demande d'évaluer la vivacité de ce qu'ils imaginent, ils sont bien en peine de répondre à cette question. Ils ont envie de mettre 0 là sur l'échelle, c'est-à-dire il n'y a rien qui se passe dans l'esprit. Si ça vous intéresse, petite parenthèse, de savoir si vous êtes aphantasique, vous pouvez, il y a des tests en ligne maintenant qui sont des tests sérieux, qui sont utilisés par les scientifiques. Il y a un test qui s'appelle VVIQ, Visual Vividness Imagery Questionnaire, ou quelque chose comme ça. C'est en anglais, je crois qu'il y a une version en français. Et vous pouvez tester vos capacités d'imagerie visuelle. Donc voilà, ça c'est une tâche très très simple. Et au 10e essai, donc vous le faites 9 fois de suite, et au 10e essai, on vous demande, en fait il y a 2 conditions, vous allez voir, mais on vous demande, en gros ça commence de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce carré qui apparaît ici, sauf que dans cette seconde phase, la phase critique, une grille orientée réelle émerge progressivement du bruit visuel, donc apparaît sur l'écran, ils regardent un écran. Donc ils font apparaître ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien là, mais effectivement
très progressivement, jusqu'au vraiment juste un peu au-dessus du seuil de détection visuelle, on fait apparaître une grille. Alors, il y a deux conditions qu'ils appellent ici congruentes, incongruentes, en bleu et en rouge. Congruente, c'est quand la grille qu'on fait apparaître, elle a la même orientation que celle qu'on vous a demandé d'imaginer. D'accord ? Ça, c'est la condition congruente. La condition incongruente, c'est quand on vous demande d'imaginer, par exemple, cette grille-là, à gauche, et puis progressivement, c'est la grille inversée qui apparaît progressivement sur l'écran. Et donc, bon, comme avant, on vous demande d'évaluer subjectivement la vivacité de votre image mentale. Et ensuite, on vous demande de faire ce qu'on pourrait appeler un jugement de réalité. C'est-à-dire, on vous demande est-ce qu'il y avait une grille présentée sur l'écran ou cette grille était-elle seulement imaginée. D'accord ? Donc là, je traduis la question qui était posée ici en anglais. Donc le but de l'expérience, en fait, était de déterminer la relation entre la vivacité de l'imagination telle que les sujets la rapportent subjectivement et la visibilité d'un stimulus réel, la visibilité d'un motif réel qui apparaissait sur l'écran. C'est à peu près clair l'expérience ? Bon, c'est assez simple. Et donc nos deux auteurs ont finalement, en amont de l'obtention des résultats de leur expérience, ont formulé 3 hypothèses possibles, donc avec des prédictions différentes, sur les relations entre la vivacité de l'imagination et la visibilité de la grille. Alors, ces 3 hypothèses sont donc H0, H1 et H2. Je ne sais pas si vous voyez très bien sur l'écran, je suis désolé. La première hypothèse, au fond, c'est l'idée qu'il n'y a aucune relation entre la vivacité de l'imagination et la visibilité du stimulus. Donc, c'est 2 informations différentes. Dijkstra est aussi neuroscientifique, donc ils ont d'ailleurs aussi également conduit des expériences d'imagerie en parallèle au dispositif que je vous présente ici, qui est purement psychophysique, où on pose des questions au sujet, en leur montrant des stimuli, en leur demandant d'imaginer, etc. Mais la première hypothèse, c'est qu'effectivement, il y a finalement une séparation de l'information sur laquelle les sujets se basent pour dire que leur imagerie, leur image mentale est plus ou moins vivace, et puis l'information sur laquelle ils se basent pour dire qu'un stimulus réel était présenté à l'écran, ou pas. La deuxième hypothèse, H1 ici, c'est l'effet de Perky. C'est-à-dire là, ce serait l'idée que la vivacité, quelque part, a un effet négatif sur la visibilité. Je ne sais pas si je peux me lever, mais... Donc vous voyez ici, plus l'image est rapportée subjectivement comme vivace, et plus ça va avoir un effet finalement sur l'information liée à la visibilité de l'objet. C'est-à-dire plus l'imagination est vivace, moins l'objet va être, moins le stimulus, la grille va être visible, va être rapportée comme ayant une présence réelle sur l'écran. Ça, c'est effectivement l'hypothèse de Perky. Et la troisième hypothèse, c'est que, au fond, c'est la même information dans le cerveau qui va servir de base au jugement de vivacité et au jugement de réalité. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, le cerveau, il va combiner ce qu'on considérait comme 2 signaux différents, le signal qui sous-tend la vivacité de l'imagerie mentale, et puis le signal qui sous-tend les jugements de réalité, c'est-à-dire est-ce qu'on perçoit quelque chose de réel ou pas. Les 2 signaux donc, sont combinés, d'après cette troisième hypothèse, H2 ici, sont combinés et engendrent une expérience sensorielle inséparable. Et la réciproque est vraie aussi, c'est-à-dire quand un stimulus est jugé réel, la vivacité de l'imagerie doit être d'autant plus grande.
Alors, quels sont les résultats qu'ils ont obtenus? Les résultats montrent que c'est la troisième hypothèse qui est confortée. Ils n'ont pas observé un effet de Perky. C'est quand les gens disaient qu'ils avaient une image vivace d'une grille, c'était pas forcément, ça n'avait pas un effet négatif sur les jugements de réalité. Ça ne les conduisait pas à ignorer finalement la présence réelle de la grille sur l'écran. Bien au contraire, en fait, ils ont pu montrer que quand on a une expérience très vivace, l'imagerie, très vivace, c'est aussi un cas où on peut faire un jugement de réalité, où on peut être conduit à juger que le stimulus est réel. Ça va? Alors ça c'est intéressant. D'ailleurs, je m'intéresse aussi à ces expériences, vous allez voir, parce que je pense qu'il y a aussi des problèmes méthodologiques dans la coopération entre philosophie et sciences expérimentales, notamment dans la manière dont on interprète les résultats. Alors, je ne veux pas plébisciter ici l'image du philosophe qui d'une certaine manière, dit aux psychologues comment interpréter leurs résultats. Mais vous allez voir qu'il y a un certain flottement dans l'interprétation de ces résultats, si on les accepte. Enfin, évidemment, il faut les accepter. Ce sont des résultats qui ont été reproduits, contrairement à ceux de Perky, qui ne sont pas contestés. Mais c'est plutôt l'interprétation qui est intéressante d'un point de vue philosophique. Et la question est de savoir si ça nous dit quelque chose d'intéressant sur les relations entre la perception et l'imagination visuelle. L'argument finalement des deux auteurs, c'est de dire que c'est de dire que le cerveau doit d'une certaine manière relever un certain défi pour distinguer la perception et l'imagination. Je parle volontairement du cerveau et pas de la personne, vous allez voir pourquoi. Pourquoi parle-t-on donc métaphoriquement, parce que le cerveau ne relève aucun défi, mais il y a un certain défi qu'il faut relever, semble-t-il, si on veut comprendre comment nous faisons la distinction comment la distinction est faite plutôt entre la perception et l'imagination. Et ce défi, en fait, est dû au fait que pour les neurosciences, la perception et l'imagination visuelle reposent sur des mécanismes neuronaux similaires dans le cortex visuel. Dans les diapos suivantes, je vais revenir, mais je ne vais pas non plus parler trop longuement, mais je vais revenir sur les données dont on dispose pour dire que la perception et l'imagination visuelle reposent sur des mécanismes neuronaux similaires. Donc, ça veut dire que l'information sensorielle qui sous-tend la perception est du même ordre, est du même type dans le cerveau que l'information sensorielle qui sous-tend l'imagination visuelle. Mais alors, comment on fait la distinction? Parce qu'après tout, il est assez rare que nous confondions, et peut-être il est impossible que nous confondions, si Sartre a raison, la perception avec l'imagination ou réciproquement. Donc, si c'est impossible... Pas une hallucination, c'est tout bleu. Ça arrive parfois, j'ai l'impression que PowerPoint qui saute. Bon. Donc vous voyez le problème que posent les auteurs, c'est-à-dire que si l'information est réalisée de la même façon dans le cortex visuel, comment on fait la distinction entre une information qui est produite de l'intérieur, dans l'imagination c'est moi qui produis l'image mentale, quel que soit l'état du monde, et une information qui a sa source dans le monde extérieur, c'est-à-dire qui est censée être causée par finalement un état réel du monde. Et donc, ces auteurs postulent, mais ce ne sont pas les seuls, vous verrez que dans beaucoup d'autres domaines, on postule des mécanismes qu'on appelle Reality Monitoring Mechanisms, des mécanismes de suivi de réalité, qui sont capables de différencier le traitement exogène du traitement endogène de l'information dans le cerveau. Donc, est-ce que l'information vient du monde extérieur ou est-ce que c'est une information qui a été construite de l'intérieur dans le cerveau? Alors, cette prémisse de l'argument
des deux auteurs, Dijkstra et Fleming, c'est un petit peu l'idée qui est assez courante dans les sciences cognitives, d'après laquelle finalement l'imagination visuelle, c'est en quelque sorte une simulation de la perception visuelle dans le cerveau. C'est-à-dire quand on imagine visuellement un canard, finalement on réutilise des ressources cognitives qui sont utilisées qui sont mobilisées également quand on perçoit un canard. Donc on se met dans un état, quand on imagine visuellement un canard, comme si on percevait un canard, d'une certaine manière. En tout cas, du point de vue du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va réutiliser des ressources cognitives. Par exemple, là j'ai une citation, mais ça va peut-être revenir. Peut-être que si je remets maintenant le... Oui, commencer le partage. Ouais. Ça marche ou pas? Voilà. Ça marche? Bien. Ah si, ça marche, ok. Donc voilà, c'est la première citation, donc je cite, une architecture hiérarchique sous-tend l'imagerie mentale visuelle. Les régions frontales, ici, occupent le niveau le plus élevé de cette hiérarchie, les régions sensorielles précoces le niveau le plus bas, les régions sensorielles sont derrière, et un flux d'informations inversé par rapport à la perception. Donc c'est l'idée que la perception, c'est un peu grossier, mais c'est que la perception elle est bottom-up, elle parle des stimulations sensorielles qui vont, donc le signal va parvenir à la première aire visuelle qu'on appelle V1 dans le cortex visuel, et puis l'information elle va aller jusqu'aux régions frontales, peut-être qui sont liées à la conscience par exemple d'avoir une image mentale. Dans l'imagination visuelle, c'est le même, ce sont les mêmes étapes, enfin c'est la même hiérarchie si vous voulez, mais simplement elle est inversée, c'est-à-dire on part de l'intention d'imaginer et puis il y a une projection plus ou moins forte sur les aires visuelles. Il y a une controverse pour savoir si V1, la première aire visuelle, elle est activée de la même façon que quand on perçoit visuellement quelque chose, mais il y a cette idée effectivement que percevoir et imaginer finalement c'est un peu la même chose pour le cerveau. C'est pas le même flux d'informations, enfin c'est pas la même direction du flux, mais en gros ça engage les mêmes ressources et les mêmes aires. Et puis voilà, pour conforter cette idée, il y a beaucoup de travaux pour montrer que par exemple que la perte de l'expérience des couleurs ou les difficultés de localisation et d'identification des objets, la négligence visuelle unilatérale entraînent des déficits similaires au niveau de l'imagination visuelle. La négligence visuelle unilatérale, c'est un déficit de l'attention où, par exemple, les sujets qui sont victimes de ce syndrome, en fait, négligent, en général, c'est une moitié de leur champ visuel. C'est la moitié contralatérale à l'hémisphère qui a éventuellement subi un dommage. Et donc, en fait, c'est une équipe italienne qui avait trouvé ça dans les années 70, 70, 80, à savoir, c'était au sujet de la cathédrale de Milan, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, où quand on leur demandait de dessiner la cathédrale de Milan, ils dessinaient finalement que la moitié droite de la cathédrale. Et ce qui est intéressant, c'est quand on leur demande d'imaginer la cathédrale de Milan, alors qu'ils sont ailleurs, dans un bureau, aux fenêtres fermées, en fait, il y a le même biais, c'est-à-dire qu'ils ne dessinent que la partie droite de la cathédrale. Alors, je ne vais pas être trop long, donc je ne vais pas être non plus trop... je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais... pardon. Ça marche ? Oui. Bon, c'est controversé dans la littérature sur les sciences cognitives. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des déficits qui touchent la perception visuelle, qui touchent également l'imagination visuelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des dissociations. Il y a des déficits qui touchent des lésions cérébrales, par exemple, qui entraînent une perte de capacité imaginative, partielle ou totale, mais qui épargnent les capacités de perception correspondantes. Ça existe aussi. Donc vous voyez que c'est controversé dans la littérature. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ces mécanismes de suivi de réalité. Alors l'idée, c'est que dans le cerveau, il y a des mécanismes qui évaluent, en temps réel en fait, si un signal sensoriel est engendré en interne ou s'il provient du monde extérieur. Alors évidemment,
s'il y a des mécanismes de ce type-là, c'est des mécanismes qui doivent être sensibles à des indices locaux ou proximaux, comme on dit en psychologie, du signal sensoriel. Ces mécanismes ne peuvent pas sortir de la boîte crânienne et tester directement la réalité pour savoir si elle est bien à l'origine du signal sensoriel. Hein, on va sortir de la boîte crânienne pour tester directement la réalité. Donc on a des mécanismes qui vont être sensibles à finalement des indices ou des propriétés qui sont censées covarier avec la réalité de l'information. Et parmi ces indices, il y a notamment ce que les auteurs Dijkstra et Fleming appellent la force sensorielle. C'est-à-dire, si la force sensorielle, si le signal est fort, c'est un indice. Alors, ce n'est pas un indice, comment dire, c'est un indice statistique. Hein, c'est un indice qui est relié statistiquement à l'hypothèse que le signal est produit par la réalité. Plus le signal est fort, plus il y a de chances qu'il ait été produit par la réalité. Hein, par une relation, un mouvement causal qui part de la réalité donc, des yeux et pour arriver aux aires visuelles du cortex. Bon, il mentionne un autre indice qui est l'intention ou la volition, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous avez l'intention d'imaginer quelque chose, eh bien, ça, c'est un indice que l'information que vous créez dans le cerveau, quand vous tentez d'imaginer quelque chose visuellement, est endogène, a été produite de manière endogène, puisque je ne peux pas avoir l'intention de percevoir un canard sur la table. Donc, si j'ai l'intention d'imaginer quelque chose, l'information sensorielle qui va être produite est forcément produite de façon endogène. Mais comme les images mentales ne sont pas toujours délibérées, hein, on peut avoir des images mentales qui nous parviennent sans qu'on ait décidé d'imaginer, il propose un deuxième indice qui est la notion de force sensorielle. Alors, maintenant, parlons un petit peu des interprétations possibles de ces résultats. Bon, d'abord, il y a une distinction qui est très difficile à tracer en réalité de façon rigoureuse. L'origine de cette distinction, je crois qu'elle est due à Daniel Dennett, un philosophe qui a disparu récemment, un philosophe américain. C'est qu'il y a deux niveaux d'explication quand on s'intéresse à la philosophie de l'esprit en rapport avec les sciences cognitives. Il y a un niveau d'explication personnelle, c'est-à-dire où on essaye finalement de dégager des propriétés qu'on peut rapporter à la personne comme un tout, et pas seulement une partie de cette personne, comme son cerveau, et puis des niveaux d'explication que j'appelle ici infrapersonnels, subpersonnels, on va le trouver aussi dans la littérature, c'est-à-dire finalement un niveau d'explication qui ne concerne pas la personne elle-même, mais qui concerne par exemple des systèmes dans le cerveau, dans le cerveau de la personne en question. Donc à propos des relations entre perception et imagination sensorielle, il y a au moins deux questions qu'on peut poser ici. La première, c'est une question qui concerne le niveau personnel, le niveau de la personne, du sujet percevant. Comment savons-nous si nous percevons ou si nous imaginons simplement un F, un canard par exemple? D'accord, ça c'est une question qui se rapporte au sujet, qui se rapporte à la personne, et donc qui relève du niveau personnel de l'explication. Et puis l'autre question, c'est une question qui concerne le niveau infrapersonnel. C'est la question de savoir comment la distinction entre la perception et l'imagerie mentale ou l'imagination. Rappelez-vous que je ne fais pas de distinction ici, en fait je pense qu'il faudrait en faire, mais pour ne pas compliquer les choses, on peut admettre que imagerie et imagination c'est pareil. Comment la distinction entre perception et imagination mentale est-elle réalisée dans le cerveau? Ce n'est pas la même question, c'est une question qui concerne le niveau infrapersonnel. Alors ça reste abstrait hein, ici pour l'instant, mais vous allez voir qu'il y a différentes implications de ces questions. La deuxième question, c'est une question, si vous voulez, la première question, c'est une question qui concerne la conscience réflexive, éventuellement les marqueurs phénoménologiques de la perception et de l'imagination visuelle.
La seconde question est une question, on pourrait dire, d'ingénierie cognitive, c'est-à-dire comment finalement une information sensorielle est utilisée comme une information perceptive, une information qui vient du monde réel, par contraste avec une information qui a été construite de façon endogène, sans faire recours au monde extérieur, enfin, sans qu'il y ait une causalité, causalité avec un état actuel du monde. Et en fait, alors ça arrive souvent quand on lit des psychologues, il y a un flottement entre le niveau personnel et le niveau infrapersonnel, et une hésitation sur la portée de l'argument. Par exemple, je donne un exemple, les auteurs évoquent un défi pour le système nerveux. Si c'est un défi pour le système nerveux, donc là on est dans l'explication infrapersonnelle, on est dans l'ingénierie cognitive. Mais il parle aussi de jugement de réalité. Le jugement de réalité, c'est la personne qui le fait, c'est pas son cerveau. C'est la personne qui dit que le stimulus, il était là sur l'écran ou il n'était pas là, etc. Donc vous voyez qu'il y a ces deux niveaux qui sont mélangés. Alors, en soi, c'est pas forcément grave de mélanger ces deux niveaux, sauf que c'est grave quand ça a des implications pour la philosophie, pour la bonne compréhension finalement de l'esprit humain. Par exemple, quand les auteurs disent, je cite, « Si l'imagerie devient suffisamment vivace ou forte, elle ne pourra plus être distinguée de la perception. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Distinguée par nous ou distinguée fonctionnellement dans le système cognitif. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on regarde un petit peu les interprétations, y compris populaires, que les auteurs donnent de leurs propres résultats, on voit qu'il y a un flottement. Parfois, ils nous disent l'imagerie peut parfois être confondue avec la perception. Et là, on se souvient de Sartre qui nous disait c'est impossible. Si Dijkstra est... Ça, c'est un autre article de 2024, c'est pas le même dont je parlais tout à l'heure. Apparemment, qui relate le même type d'expérience, apparemment c'est possible, puisqu'ils l'ont testé expérimentalement. Mais dans un autre contexte, là c'est dans une revue plutôt grand public, de bonne vulgarisation, je ne me souviens plus du prénom de Dijkstra, mais c'est une psychologue, Nadine, je crois, il me semble, Nadine Dijkstra. Elle dit « Il n'y a pas de différence catégorielle véritable entre l'imagination et la réalité. » Bon, passons que l'imagination et la réalité, ce n'est pas un couple contrastif, mais ce qu'elle veut dire, imagination et perception. Il n'y a pas de différence catégorielle, c'est-à-dire qu'il y a un continuum, et non, la force sensorielle, elle varie graduellement, et donc finalement, la frontière entre la perception et l'imagination visuelle, elle est également flottante et graduelle. Ou alors on pourrait dire aussi l'imagerie peut parfois se transformer en perception. Quand l'imagerie est trop vivace, eh bien elle cesse d'être imagerie, elle devient perception. Alors, ce que j'aimerais faire dans la deuxième partie, je vais essayer de ne pas être trop long quand même, c'est de vous convaincre qu'il y a intérêt à distinguer finalement deux types de mécanismes de suite de réalité qui résulte finalement de la distinction entre un niveau personnel et un niveau infrapersonnel. D'une part, une première fonction de mécanisme de suivi de réalité, et je vais donner plusieurs exemples dans ce qui suit, donc ça va devenir un tout petit peu moins abstrait, vous allez le voir, contribue à constituer la perception et l'imagination visuelle comme deux attitudes psychologiques distinctes. Donc la première question, c'est la question de savoir ce qui fait, c'est une question d'ontologie mentale si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'un état mental relève de la perception, de l'imagination. D'accord ? La deuxième question, c'est une question qui concerne une expérience subjective, donc qui concerne une expérience qui existe, que nous pouvons ressentir, que nous pouvons éprouver, qui est le sens, ou je vais plutôt parler de sentiment de réalité. Dans certains cas, on a le sentiment que ce qu'on représente est réel ou pas. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes de suivi de réalité dans les deux cas. Donc dans le premier cas,
qu'est-ce qui fait qu'un état mental relève de la perception et de l'imagination, ou de l'imagination? Dans le deuxième cas, qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir l'impression qu'une représentation correspond à la réalité ou est purement imaginaire? Par exemple, pourquoi faire cette distinction? Parce que les erreurs de suivi, parce que si évidemment on postule des mécanismes qui évaluent par exemple la correspondance d'une information, d'une représentation avec la réalité, eh bien ce sont des mécanismes qui peuvent se tromper, c'est-à-dire il peut y avoir des erreurs de suivi, des erreurs de monitoring. Par exemple, dans le suivi de réalité de bas niveau, il peut y avoir des confusions infra-personnelles, mais ce n'est pas les confusions dont parle Sartre, hein, c'est des confusions sur la question de savoir si une information sensorielle peut être utilisée comme une information perceptive ou au contraire doit être considérée comme une information purement endogène, enfin produite, engendrée de façon interne. Par exemple, on pourrait dire qu'une hallucination, peut-être pas toutes les hallucinations, mais certaines hallucinations, on pourrait dire que ce sont des expériences perceptives, hein, ce n'est pas des imaginations, parce que en fait, l'information qui sous-tend l'hallucination a été évaluée comme réelle, en dépit du fait qu'en fait, dans certains cas en tout cas, elle a été produite de manière endogène. C'est-à-dire que l'hallucination, finalement, encore une fois, certaines d'entre elles, hein, pas toutes, sont des expériences qui reposent sur des informations sensorielles qui ont été produites, comme dirait Shakespeare, par la chaleur du cerveau. Hein. Donc, par exemple, on pourrait dire que dans le cas d'une hallucination, il y a une erreur de suivi de bas niveau, hein, qui fait qu'on a quand même une expérience perceptive, mais elle n'est pas véridique. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de monitoring, il y a eu un faux positif dans ce mécanisme qui a fait que le sujet est quand même dans un état perceptif, mais ce n'est pas un état qui correspond à la réalité parce qu'il y a eu une erreur de monitoring. Par contre, quand il y a des erreurs de plus haut niveau, là, c'est un peu différent. Ça produit un sentiment de réalité. Et vous allez voir que ce concept de sentiment de réalité, c'est un concept qui a une certaine existence dans la phénoménologie. Pas seulement d'ailleurs, aussi c'est une expérience mentionnée par des auteurs aussi différents que William James, donc dans le cadre du pragmatisme nord-américain, mais aussi bien sûr la phénoménologie classique, Husserl, mais également dans les sciences cognitives. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Donc c'est une expérience subjective où on a l'impression effectivement que une représentation correspond à la réalité, un contenu peut-être, et ces mécanismes, on les appelle de haut niveau parce que finalement elles donnent lieu à une expérience avec un certain profil phénoménologique, avec une certaine conscience, la conscience de la réalité, le sentiment de réalité. Et là aussi, ce suivi peut être causalement sensible à des indices de bas niveau, comme la force sensorielle, comme dans le premier cas, mais aussi de niveaux plus importants. Là, je suis obligé d'avancer un tout petit peu, parce que j'aimerais vous donner quelques exemples, hein, sinon c'est pas la peine. Donc, dans la littérature, là, je vous ai donné quelques exemples d'indices qui pourraient conduire des mécanismes de suivi de réalité à finalement produire ou non un sentiment de réalité. Par exemple, le niveau de détail informationnel. Hein, si finalement j'ai un souvenir précis d'une scène passée, plus mon souvenir est précis, plus je vais avoir le sentiment que la scène dont je me souviens, eh bien, je l'ai réellement vécue. Et elle n'est pas simplement le produit de mon imagination. Hein, donc le détail de la scène va être un indice sur lequel ces mécanismes de suivi de réalité peuvent éventuellement décider de produire ou non un sentiment de réalité. La cohérence interne est importante, c'est-à-dire si vous avez un signal sensoriel qui est fluctuant ou j'hésite, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est bleu, bon, ça c'est le signal que peut-être, c'est un indice que finalement ce n'est pas un signal très robuste en tant que signal venant de la réalité.
Par exemple, Hume parlait des images fluctuantes de l'imagination, précisément, par contraste avec les impressions sensorielles dans la perception. Les signaux interoceptifs, il y a toute une littérature en réalité virtuelle pour montrer que le sentiment de réalité dans la réalité virtuelle est déterminé par... alors là, je cite un auteur qui s'appelle Anil Seth, qui a travaillé sur le rôle des signaux qu'on appelle interoceptifs, par exemple des signaux qui viennent des viscères. Quand vous êtes dans un environnement de réalité virtuelle, vous êtes devant un précipice, vous pouvez ressentir un petit malaise, effectivement, ça vient littéralement des viscères, et ça peut être un indice que, finalement, un indice qui conduit les mécanismes de suivi de réalité à produire un sentiment de réalité. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un précipice. Même si je sais par ailleurs que je suis dans un environnement de réalité virtuelle. C'est bien une expérience subjective, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas toujours un jugement, mais c'est une expérience qu'on peut ressentir. Et puis les contingences sensorimotrices, mais ça j'en parlerai un peu plus loin. C'est seulement à ce haut niveau de suivi de réalité qu'on peut parler de confusion possible. En fait, je ne vais pas défendre l'idée qu'on peut je ne vais pas me prononcer sur la thèse de Sartre, d'après laquelle il est impossible de confondre la perception et l'imagination. Ici, je vais juste me contenter de dire que si une confusion est possible, alors c'est une confusion de haut niveau, ce n'est pas une confusion de bas niveau. C'est-à-dire, il est possible qu'une expérience perceptive authentique puisse être rapportée par le sujet comme un simple état de l'imagination, parce que son objet n'est pas ressenti comme réel, parce qu'il n'y a pas de sentiment de réalité, par exemple, ou réciproquement. Bon, je vais avancer un tout petit peu. Ça, je vais laisser de côté. Alors, le sentiment de réalité, je n'ai pas le temps de vous convaincre que c'est une expérience... si vous n'en êtes pas convaincu... spontanément ou au préalable, que c'est une expérience authentique, je me contenterai de dire qu'elle est étudiée dans plusieurs domaines assez différents en fait, des sciences cognitives ou des études en l'occurrence sur la réalité virtuelle. Par exemple, un autre auteur qui s'appelle Mel Slater, qui a beaucoup contribué aux études sur la réalité virtuelle, appelle plausibilité, c'est son terme à lui, c'est son terme technique, l'expérience selon laquelle, je cite, ce qui se passe apparemment se passe réellement. Donc c'est l'expérience que vous pouvez avoir dans un environnement virtuel que l'environnement est réel. Encore une fois, ce n'est pas forcément que vous êtes trompé, ce n'est pas forcément que vous formez le jugement que c'est réel, vous savez que vous êtes dans un monde virtuel, mais vous parlez par exemple d'un dispositif convaincant de réalité virtuelle parce que vous avez le sentiment que ce qui se passe apparemment se passe réellement. Si ça vous intéresse, en fait, Slater, il a beaucoup travaillé sur le sentiment de présence dans la réalité virtuelle et il considère que le sentiment de présence a deux composantes qui sont dissociables l'une de l'autre. Ce qu'il appelle plausibilité, c'est ce que j'appelle le sentiment de réalité, et ce qu'il appelle l'être là, c'est-à-dire le fait qu'on se localise dans l'environnement virtuel. Et en fait, vous pouvez avoir une dissociation entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression d'être dans le monde virtuel, mais vous n'avez pas l'impression que les objets virtuels sont réels. Et puis, à l'inverse, vous pouvez avoir un sentiment de réalité. Si vous voyez, par exemple, un documentaire ou des images de télésurveillance, vous pouvez avoir le sentiment que ce que vous voyez est réel, se produit quelque part, mais vous n'avez pas le sentiment d'être vous-même dans la scène en question. Donc voilà un domaine dans lequel effectivement on parle beaucoup de sentiment de réalité, comme une composante du sentiment de présence, et puis aussi en psychopathologie, notamment quand on étudie le trouble de la déréalisation. Le trouble de la déréalisation peut être considéré comme une expérience globale du monde dans laquelle le sentiment de réalité fait défaut. Le sujet cesse de... En fait, c'est fluctuant, en général, ce n'est pas complètement permanent. Ça peut être tout à fait transitoire. La déréalisation, vous le savez peut-être, c'est un symptôme de dissociation qui peut être associé, mais pas nécessairement à la dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est l'expérience d'après laquelle moi, je ne suis pas réel. Mais on peut avoir des épisodes de déréalisation qui ne sont pas nécessairement liés à la dépersonnalisation. C'est l'expérience qu'il y a une certaine distance entre moi et le monde, que j'ai l'impression que le monde n'est pas tout à fait réel. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que beaucoup des sujets déréalisés, c'est arrivé à la plupart d'entre nous, parce que ça peut être des expériences transitoires dans des moments de stress
intense, etc., on rapporte une certaine distance ou dissociation avec le monde. Et on utilise souvent des métaphores finalement représentationnelles. On dit, à travers mes yeux, je regarde un monde qui pourrait être une image du monde. C'est comme si voilà, je voyais un film. Hein, ma vie, c'est un film, et puis je vois des choses qui se déroulent devant mes yeux, mais je ne suis pas partie prenante. Je n'ai pas le sentiment que c'est réel. Ou j'ai peut-être ce sentiment qu'il y a un voile qui me sépare du vrai monde réel, et que ce que j'en vois finalement n'est pas tout à fait le monde réel. La déréalisation est intéressante parce qu'elle montre qu'il y a une dissociation potentielle, en tout cas, entre les deux mécanismes de suivi de réalité que j'ai distingués, bas niveau et haut niveau. Pourquoi ? Parce que dans la déréalisation, il y a de bonnes raisons de penser que finalement les capacités perceptives sont intactes, elles sont préservées. C'est-à-dire que le sujet déréalisé, il voit le monde, il a des compétences visuelles qui sont des compétences visuomotrices, des compétences de reconnaissance des objets, etc., qui sont finalement les mêmes que les autres sujets. Il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de problème fonctionnel avec la perception. Si vous lancez un ballon en direction d'un sujet déréalisé, il va esquiver le ballon spontanément. De la même manière, il ne va pas dire le ballon il n'est pas réel, il ne va pas me faire mal. Non, il y a des réflexes, il y a des réflexes visuomoteurs. Ils peuvent reconnaître les objets, ils voient que c'est un gobelet, et simplement tout ce qu'ils disent, c'est que pour eux, c'est pas vraiment un gobelet en fait, c'est quelque chose qui ressemble à un gobelet, etc. Donc vous voyez que ça peut illustrer une dissociation entre finalement des mécanismes de suivi de réalité de bas niveau qui vont correctement constituer une expérience comme une perception, et puis des mécanismes de suivi de haut niveau qui vont, en l'occurrence, dysfonctionner, puisque ces mécanismes ne produisent plus, alors qu'elles devraient le produire, un sentiment de réalité. Alors, qu'en est-il de l'autre dissociation ? C'est-à-dire, on peut avoir effectivement un sentiment de réalité sans finalement que une perception se soit constituée, par exemple. Et en fait, c'est aussi possible parce que le sentiment, les mécanismes de haut niveau de suivi de réalité s'attachent en fait au contenu. Vous savez qu'en philosophie de l'esprit, sinon je vous le dis, on fait une distinction, on considère qu'un état mental a deux aspects. Un aspect, c'est une attitude, mais il a aussi un contenu. Donc on parle du contenu de l'état mental et de l'attitude. Par exemple, je peux croire qu'il pleut et désirer qu'il pleuve. Même contenu, mais l'attitude est différente. Croyance d'un côté, désir de l'autre. Perception et l'imagination sont des attitudes. Mais peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, elles peuvent partager de temps à autre un contenu. Alors, l'idée, c'est que le sentiment de réalité va s'attacher au contenu des attitudes, indépendamment de l'attitude. Ce qui veut dire en réalité que, effectivement, le sentiment de réalité va pouvoir s'attacher en principe peut-être à des expériences qui relèvent ontologiquement, si je puis dire, de par leur essence, dirait Sartre, relèvent de l'imagination. Ce n'est pas très sartrien, puisque ça semble aller à l'encontre de la néantisation de l'objet dans l'imagination. Parfois, on peut imaginer quelque chose qui nous semble vrai, qui est ressenti comme vrai. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Et inversement, et je vais commencer par là, même la perception peut, alors on l'a vu dans le cas de la déréalisation, peut engendrer des expériences perceptives qui ne sont pas accompagnées d'un sentiment de réalité. Et je vais donner juste quelques exemples donc on a déjà donné à la déréalisation comme un exemple d'expérience perceptive extraordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas accompagnée du sentiment de réalité. Pourquoi extraordinaire ? Parce que d'ordinaire, la perception est associée à un sentiment de réalité. C'est peut-être le cas typique, et encore. Mais il y a beaucoup de cas dans lesquels on a envie de dire qu'on perçoit quelque chose, alors même que le sentiment de réalité fait défaut. Et ce sont aussi des cas, là, je vais aller vite malheureusement, mais ce sont aussi des cas qui permettent de tester les indices sur lesquels ces mécanismes de suivi de réalité de haut niveau se fondent, pour produire ou pas un sentiment de réalité.
Bon, par exemple, quand il y a peut-être un conflit dans le cerveau visuel entre des indices de réalité. Par exemple, ici, vous voyez l'image en fait, c'est l'image d'une sculpture qui se trouve en Australie, à Perth, qui est, vous connaissez le triangle de Penrose, hein, bon, c'est une version 3D du triangle de Penrose, donc c'est littéralement la photographie d'un objet impossible. C'est un objet qui ne peut pas se distribuer dans l'espace tridimensionnel. Et pourtant, vous envoyez une photographie. Donc vous imaginez bien que la photographie a été prise d'un point de vue privilégié et que si vous bougez un peu, vous voyez que la sculpture en fait se disloque. Hein, elle n'est pas close sur elle-même. Sinon, évidemment, à ma connaissance, on ne peut pas produire la sculpture d'un objet 3D. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le cerveau, par exemple, est bien en peine d'assigner des localisations cohérentes aux différentes parties de cet objet. Hein, parce qu'en fait, selon où on regarde, l'objet va être distribué différemment dans l'espace en profondeur, par exemple. D'accord ? Donc, là, il va y avoir une incohérence dans l'interprétation de bas niveau que fait le cerveau de la réalité de cet objet, et ça va produire peut-être un sentiment d'irréalité, en tout cas pas un sentiment de réalité précisément. Ça va produire une situation un peu étrange où finalement on n'a pas l'impression que cet objet est réel. Alors, un autre indice, c'est la stabilité visiomotrice. Hein, quand il y a un objet qui se comporte bien quand je tourne autour de lui ou quand je le manipule, hein, ou que voilà, c'est pas un objet qui se disloque au fur et à mesure que je l'explore, la stabilité va être un indice de réalité. Et à l'inverse, si vous avez un objet qui n'est pas stable du point de vue visiomoteur, c'est-à-dire si vous bougez un tout petit peu, l'objet va se disloquer. Ça, c'est un indice que l'objet n'est pas réel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les travaux, les installations de Felice Varini, qui est un artiste suisse, donc qui fait apparaître finalement des figures géométriques presque bidimensionnelles. Hein. C'est quand on a ce genre d'expérience, c'est une expérience assez particulière d'un point de vue phénoménologique. Ça fonctionne sur le principe de l'anamorphose. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez en fait des applications sur différentes parties de l'espace 3D. Je ne sais pas ce que c'est à gauche, une galerie. Et puis, bon, il faut retrouver le bon point de vue pour que finalement se constitue devant vos yeux, mais à une profondeur un peu indéterminée d'ailleurs, une image bidimensionnelle, des figures géométriques. D'accord ? Si vous bougez un peu, vous percevez un désordre visuel. Hein. Si vous bougez, tout se disloque. L'objet se disloque et vous voyez qu'en fait, les applications concernent différentes parties du bâti. À droite, vous avez à droite, c'est intéressant parce que c'est un photographe, Georges Rousse, français, qui travaille un peu sur le même principe, mais ce qui l'intéresse, lui, ce sont les photographies de ces installations, moins que les installations proprement dites. Donc là, vous voyez aussi irréel. En fait, le I, il est peint ou appliqué sur le mur du fond, et puis le E accent aigu, il est appliqué sur le pylône. Hein, donc si vous bougez un peu, encore, ça se disloque. Bon, mais là, Georges Rousse, ce qui l'intéresse, c'est de prendre des photographies en fait de ces objets plutôt que de les montrer dans des situations artistiques, par exemple. Donc là aussi, hein, instabilité visiomotrice, vous avez le sentiment de voir quelque chose, des figures géométriques, mais au fond, vous n'avez pas le sentiment que ces figures font partie de la réalité. Hein. Vous avez l'impression que c'est des objets un peu fantomatiques, des objets purement phénoménaux qui sont pas réels. Mais bon, après tout, on peut parler de force sensorielle hein, ici, c'est-à-dire que peut-être au bas niveau, vous percevez quand même quelque chose. Et donc, finalement, au bas niveau, des mécanismes de suivi de réalité de bas niveau vont vous faire percevoir plutôt qu'imaginer. Hein. Vous n'êtes pas en train d'imaginer la configuration géométrique, hein. Vous la voyez, mais vous la voyez dans certaines circonstances très particulières, en fait. Hein. C'est-à-dire si vous ne bougez pas trop, si vous maintenez votre point de vue sur
sur l'installation. D'ailleurs, c'est assez amusant quand il y a une installation de Varini, c'est de voir les gens chercher le point de vue, parce qu'on ne le trouve pas, il n'est pas immédiatement apparent, il faut le rechercher, donc c'est comme une chasse au trésor, on va chercher un point de vue secret qui n'est pas indiqué et qui nous permettra de voir la figure que Varini avait l'intention de nous montrer. Bon, je sais que j'ai peu de temps, donc je vais bientôt m'arrêter. Le sentiment de réalité peut aussi s'attacher, il ne s'attache pas forcément à la perception, il peut s'attacher à des expériences qui relèvent de l'imagination ou qui sont peut-être intermédiaires entre la perception et l'imagination. Par exemple, des photographies. Là, c'est un exemple qui est peut-être à mi-chemin entre la perception et l'imagination. Une photographie en noir et blanc ne ressemble pas au monde réel. Et pourtant, elles peuvent instancier des indices de réalité. Mais ces indices de réalité sont des indices de réalité par habitude culturelle. C'est parce qu'on est habitué à consommer, si je puis dire, des photographies en noir et blanc. On sait que le noir et blanc a été produit, on connaît le procédé à peu près. Et donc, on peut considérer que, finalement, quand je regarde la photographie de ma grand-mère, je peux avoir des émotions qui trahissent, si vous voulez, mon appréhension de cette photographie comme un indice de réalité. C'est-à-dire que derrière la photographie, il y avait une personne réelle. Bon, elle a disparu, mais c'est une personne réelle. Alors, je parle d'heuristique, c'est un terme issu des sciences cognitives, heuristique de réalité, c'est acquis, c'est-à-dire que c'est par habitus socioculturel que finalement les photographies peuvent évoquer de la nostalgie, par exemple, en nous. Et qui dit nostalgie dit sentiment de réalité, parce que c'est évidemment l'indice qu'on considère que la photographie représente un état de choses réel, même si il vient du passé. Mais après tout, cette habitude pourrait changer avec la prolifération des deepfakes. Et récemment, là, j'ai été voir une exposition de Bennett Miller, qui est en fait un réalisateur américain, mais qui a produit des images, vous voyez un exemple à droite là, des images par intelligence artificielle. En fait, c'est pas de vraies photographies, mais bon, il imite un peu le ton sépia et la texture granuleuse des vieilles photographies. Et inévitablement, quand vous allez voir cette expo, vous pouvez être victime d'une forme d'illusion de réalité, c'est-à-dire vous pouvez littéralement peut-être avoir une certaine une attitude de type nostalgique peut-être à l'égard des scènes représentées. Là, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit, mais il y en a peut-être d'autres qui sont plus parlantes de ce point de vue-là. Mais évidemment, avec la prolifération de ces deepfakes, enfin, c'est pas tout à fait un deepfake ici, c'est plutôt une image produite par, en l'occurrence c'est DALL-E, je crois, mais peu importe. Peut-être que finalement notre sentiment de réalité à l'égard de ce type d'objet culturel, qui relève de la culture matérielle, va disparaître, ou en tout cas, avec le temps, s'estomper. Bon, je laisse de côté ça, je ne veux pas trop en parler. J'ai pas le temps, pardon, mais je peux en parler peut-être un peu plus tard. Je donnerai pour terminer juste deux exemples. Je suis désolé, j'ai prévu trop de choses probablement. Deux exemples tirés de la littérature, puisque je sais que vous travaillez aussi, notamment à l'intersection de la philosophie et de la littérature. Là, c'est plutôt des encouragements possibles vers des collaborations interdisciplinaires. Par exemple, quand je parle de sentiment de réalité, je me suis rappelé que le grand philosophe polonais, élève de Husserl, Roman Ingarden, parle d'habitus de réalité à propos de certains récits, pas tous. Ça, c'est dans l'ontologie des œuvres d'art littéraire, ou de l'œuvre d'art littéraire, je ne sais plus. Ingarden nous dit, c'est précisément cette disposition à l'acceptation d'une réalité qui ne parvient jamais à une consommation sérieuse. Consommation sérieuse, c'est la croyance. Il veut dire que le sentiment de réalité qu'on peut avoir quand on lit un récit
récit qu'on a envie peut-être de qualifier de réaliste, par exemple, on peut avoir le sentiment de réalité sans forcément, évidemment, croire qu'on est en train de lire un documentaire, par exemple, plutôt qu'un récit de fiction. Mais il y a quand même ce sentiment de réalité. Alors, cette consommation sérieuse, la croyance qui est toujours retenue au dernier moment, pour ainsi dire, qui forme la nature particulière de l'attitude esthétique et porte avec elle cette stimulation unique que nous obtenons en nous impliquant dans les œuvres d'art en général et les œuvres littéraires en particulier. Donc voilà, il y a un travail aussi à faire pour faire le lien entre ce que j'ai appelé en philo de l'esprit, sciences cognitives, sentiment de réalité, et puis ce que Ingarden appelle un habitus de réalité. Et puis autre chose qui est évidemment... et là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les indices. Qu'est-ce qui fait qu'un récit va produire un sentiment de réalité ou pas? Et il y a un travail sans doute lié aux sciences cognitives pour déterminer les indices de réalité. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai parlé du détail informationnel. Plus une information est détaillée, plus une représentation a une densité sémantique, plus elle va être interprétée comme un indice de réalité. Eh bien, il est quand même assez tentant de faire le rapprochement avec ce que Barthes appelle l'effet de réel, dans un texte très connu de 1968. Barthes décrit ce procédé qui consiste précisément à multiplier les détails dans un récit, des détails inutiles ou superflus justement, qui n'ont pas forcément, qui ne jouent pas un rôle essentiel dans la trame du récit, mais qui a pour résultat de finalement susciter un sentiment de réalité. Donc là aussi, peut-être que Roland Barthes, en fait écho ici à des indices dont parlent les psychologues de l'imagination et de la perception quand ils essayent de dégager les indices qui sous-tendent ces mécanismes de suivi de réalité. Voilà, donc ça c'est un petit schéma que j'ai fait pour m'amuser, pour essayer de distinguer les deux niveaux de mécanismes de suivi de réalité. Bas niveau, il joue un rôle de constitution, c'est-à-dire est-ce qu'on perçoit ou est-ce qu'on imagine, et peut-être qu'effectivement il y a des mécanismes qui évaluent notamment sur la base de la force sensorielle de l'information si l'information vient du monde extérieur, et dans ce cas probablement on va utiliser l'information comme une information perceptive, ou au contraire a été produite de manière endogène, et là on va considérer qu'on est en train d'imaginer. Et puis des mécanismes de plus haut niveau, parce que ce sont des mécanismes qui sont sensibles à beaucoup plus d'indices, en fait, qui peuvent également être des indices acquis ou appris, et qui vont produire des sentiments de réalité, ou un sentiment d'irréalité peut-être, mais qui, comme le montrent les doubles flèches tout à droite, vont pouvoir s'attacher à des contenus de perception comme d'imagination. Donc, si vous voulez, la fonction de ces deux mécanismes est évidemment très différente. Bon, je vais m'arrêter là avec mes excuses pour le temps.